Merci infiniment Paul Naon d'avoir été en direct avec nous pour nous faire partager ces moments exceptionnels. Véronique Weber, ils sont là, ça y est? Ouais, ça y est, Paul descend juste devant moi et je pense qu'on va les voir juste derrière. Je ne sais pas si je vais pouvoir rester longtemps à l'antenne, c'est vrai que des fois c'est un peu dur d'avoir la casquette de journaliste, ils sont là, C'est fait, Véronique Weber. Vous venez de vous jeter dans les bras d'Hervé Guéquière. Voilà, on est en direct. Images, donc, premières images des otages, en l'occurrence Hervé Guéquière, aux côtés donc d'Élise Lucet. Hervé Guéquière qui paraît effectivement en bonne forme. Véronique, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Alors Véronique Weber, oui Véronique, est-ce que vous pouvez pointer votre téléphone devant la bouche d'Hervé Guéquière ou de Stéphane Taponnier? Écoutez, attendez, je vais me rapprocher, mais je ne sais pas si... Attendez, 2 minutes. Et ça fait du bien avec Le son du tarmac, là, ça y est, vous êtes tellement heureux. Le tarmac, là, ça y est, vous êtes tellement heureux. Voilà, donc pour les premiers mots, la liaison son est un petit peu difficile, évidemment, compte tenu de la densité du trafic en ce moment sur l'aéroport de Villacoublay. Si Véronique est toujours là, je vais vraiment lui demander de tendre juste son portable sous la bouche de Stéphane Taponnier. Est-ce que c'est possible, Véronique? Ça a été long, en particulier le dernier qui a quand même duré février, mars, avril, mai, là, ces derniers mois, où on voyait rien. Richard Coffin qui se jette dans les bras de Stéphane Taponnier. Ça fait une vidéo de preuve de vie, etc. Et franchement, et Hervé Guéquière, vous entendez? Mais comme il y avait déjà eu des échecs, 3-4 échecs, après, on était vraiment super prudents. Et jusqu'au dernier moment, à un quart d'heure, je me souviens parce qu'on a pris une douche. Si on prend une douche, c'est qu'on va partir. Jusqu'au dernier moment, on s'est dit c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon, nous devait aller. Racontez-nous quand vous avez réalisé que c'était bon, que vous étiez enfin libéré après ces 18 mois de détention. C'est-à-dire que là on est parti dans un village afghan, on savait pas trop, on savait où on était en ville Capissa, c'est sûr, on nous a dit vous êtes à Tagab, ça c'est sûr, on nous a dit vous êtes à Tagab, vous êtes ailleurs, c'est une des grandes villes, il n'y a que des petites villes en Capissa, mais une des grandes villes de Capissa. Puis on a fait un long tour de 35-40 minutes, puis là on est descendu de voiture, là il y avait pas mal de talibans, et on voyait aucun Français. Et on s'est dit, bon, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de... Non, j'étais juste un peu inquiet, un peu stressé. Et finalement, comme c'était apparemment la procédure, on nous a emmenés dans une voiture, vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Et on a été emmenés à la base militaire française de Tagab. Mais c'est dans la base que franchement... Vous avez réalisé? Ouais. Racontez-nous ce moment. Le moment, il y a eu un petit moment de panique parce que un des Afghans qui a travaillé pour les Français... le moment, il y a eu un petit moment de panique parce que un des Afghans qui a travaillé pour les Français a dit mais il faut qu'on rentre dans la base, c'est tout le temps le stress énorme dans les bases françaises parce qu'il y a des attentats suicides évidemment très régulièrement. Donc il y a eu un petit moment de flottement, on s'est dit qu'est-ce qui se passe encore. Et puis là il y a des gens qui sont sortis, qui nous ont mis dans un 4x4 blindé et là on est enfin rentré dans la base. Il se passe énormément de choses et il se passe pas grand chose, c'est ça qui est fou, c'est complètement paradoxal. Dans la tête on y est, ça y est, on touche vraiment au but et puis bon voilà, on rentre, on est reçu par des militaires super sympas, c'est fini mais là on n'a même pas atterri, on est encore en plein vol, on se dit qu'est-ce qui se passe quoi. Ambassade de France ensuite, là vous avez j'imagine réalisé le moment dont on a parlé, rêvé, sublimé, déliré sur l'ambassade de France. Moi, les ambassades de France, franchement, d'habitude, c'est pas mon truc. Mais alors là, l'ambassade de France de Kaboul, c'est certainement l'ambassade dont j'ai le plus rêvé de ma vie, quoi. Et ça s'est super bien passé. Et là, on a vraiment, on s'est posé, on a longuement discuté avec l'ambassadeur Bernard Bajolet, qui était en poste avant en Irak, qui connaît bien les situations difficiles. On a été super bien reçus, surtout on a eu nos familles au téléphone, on a pu enfin se lâcher, quoi. Et cette boule de stress, tout doucement, hein, ça commence à se diluer tout doucement, quoi. Une question, vous avez souhaité des retrouvailles avec vos familles, plutôt dans la discrétion. Est-ce qu'on peut vous demander simplement comment vous avez vécu ce moment, sans vous demander de détails?
Alors visiblement, on a un petit problème de liaison son à Villacoublay, mais vous avez compris que les retrouvailles ont été évidemment émouvantes, mais que jusqu'au dernier moment, Frédéric Helbert, ils n'y ont pas cru, parce qu'évidemment, ce chemin vers le retour de la liberté est un chemin long et semé d'embûches. Oui, et puis parce qu'il y a eu plusieurs annonces, parce qu'ils ont été au courant de ces annonces, comme le disait Paul Naon, via la radio, et puis parce que quand on est dans une situation comme ça, c'est un peu comme quand on a une avenue à traverser pour parvenir à un endroit safe, jusqu'au moment où on arrive devant la porte, on ne sait pas. Par contre, ce qui est extraordinaire... On revient au direct. De nous rejoindre. Tous les journalistes nous attendent. Stéphane, Hervé, vous nous suivez. Venez. Voilà, ils vont donc aller rejoindre le comité de soutien. Vous êtes toujours en direct sur France 3, en direct qui va donc accompagner les deux journalistes jusqu'à ces micros qui ont été installés donc devant l'entrée de l'aéroport, de la base aérienne de Villacoublay. Va se tenir une conférence de presse relativement informelle. C'est Élise Lucet qui va évidemment jouer le rôle de maîtresse de cérémonie en donnant la parole aux uns et aux autres. On tient beaucoup dans l'organisation de ce retour à ce que tout soit le plus propre possible, Frédéric. Oui, c'est très service public même, je vais dire. C'est une organisation comme on n'en a jamais vu auparavant dans ce genre d'affaires. Mais c'est mieux comme ça. Non, mais la dernière fois, moi, je me souviens lorsque Florence Aubenas est revenue ou lorsque Malbruno et Chénaud sont revenus auparavant d'Irak, eh bien, les barrières étaient là, ils se sont avancés devant les micros et ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Mais c'est ce qu'ils vont faire aussi là, vraisemblablement. Quelle forme! Ce qui est extraordinaire, c'est ça. Quelle forme! Sur quoi je voulais insister. Je connais Hervé Guéquière personnellement. J'ai couvert le conflit en Bosnie avec lui, puis je l'ai croisé à d'autres occasions. J'ai l'impression de voir le même homme que... On va écouter Thierry Tuillier, qui est le directeur des rédactions de France Télévisions, parler. Allons-y. Et puis Stéphane arrive d'un instant à l'autre. Je laissais le micro le plus haut pour Stéphane et le plus grand. Alors les embrassades bien sûr continuent, tous les collègues, tous les amis d'Hervé, de Stéphane. Il y a 3 micros a priori. J'ai pas l'habitude, d'habitude moi je suis là. C'est Hervé qui commence à parler. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Voilà. De ça, donc on est un peu intimidé, mais on est super content. Hervé, Stéphane, première question, on vous l'a posée tout à l'heure, mais je la pose pour tout le monde. Tout simplement, comment allez-vous? Dites-nous à tous comment vous allez. Bien, pour ma part, j'ai eu quelques petits problèmes de santé, mais ça va mieux. Je sais pas, les miracles d'une bactérie qui part, qui revient, mais bon. Voilà, non, mais ça va, on avait un moral d'acier. Stéphane, c'est vraiment un mec très costaud. Bon, moi ça va aussi, je crois que je suis pas trop... Je lui retourne le compliment dans la tête. Donc voilà, de toute façon, il fallait être super solide, super costaud. Il fallait bien structurer son temps, pas partir dans l'ennui, dans le désespoir. On partira jamais. Non. Pour ça, on s'est bien accroché et aussi bien aidé par notre traducteur Reza, qui est lui à Kaboul avec sa famille. On va parler de toute votre détention, les 18 mois. Simplement, dites-nous. Moi, je vais bien aussi. Allez-y, Stéphane. Je vais très bien, bon moral, on a bien tenu le coup, on savait que l'issue allait être favorable, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, mais on pouvait tenir encore. Donc on va très bien. Non, mais j'ai l'impression qu'il ne voulait pas revenir. La cuisine était trop bonne. Est-ce que vous pouvez... Jamais on présentait quelque chose d'important pour eux et jamais on a été menacé, pas maltraité. C'est surtout les conditions de vie qui ont été très difficiles. Ce qu'on peut dire de la détention, c'est que on n'a pas été menacé, mais on casse pas la tirelire non plus. Donc on représente quelque chose, autrement ils nous prennent pas en otage. On n'a pas été maltraité, on n'a pas été frappé, on n'a pas été attaché. Ça a pu arriver à des otages. En même temps, les conditions de vie, c'est enfermé. 23h45 sur 24, 2 sorties pour aller aux toilettes à l'aube et le soir. Et puis une nourriture
pas spécial otage, mais une nourriture spéciale montagne afghane, c'est-à-dire très peu à manger, toujours la même chose. Mine de rien, quand on n'a rien à faire, parfois on se raccroche un peu à la nourriture. Là, c'était pas du tout le cas, c'était même extrêmement pénible. Ça paraît bête, hein, la nourriture, mais c'est vital, c'est vital. Donc il y a ça. Et puis surtout, enfin. Non, le décompte et le compte, c'est toi, hein, c'est ta phrase. C'est ma phrase, mais tu peux la dire. Non, vas-y. Non, parce qu'elle est bonne. Non, je t'en prie, maintenant tu vas... Vas-y. Non, mais Stéphane un jour dit, la grande différence entre nous et des prisonniers classiques, c'est qu'un prisonnier décompte les jours jusqu'à la fin de la peine, et nous, on les compte, mais on ne sait pas quand ça se termine, quoi. Donc c'est ça. Et il y a eu plusieurs fois où on s'est vraiment dit, c'est bon, je crois qu'on va bientôt sortir, et apparemment ça a échoué, et ça a échoué plusieurs fois, 3 ou 4 fois. Comment s'est passée votre libération? Quand est-ce que vous avez compris que vous alliez être libéré? Et est-ce que vous y avez cru dès ce moment-là? Vas-y. On était dans une maison, on a commencé à bouger d'une maison qu'on était précédemment, et là on nous a dit que les négociations étaient finies. Et on a fait une grande marche il y a 2 jours pour rejoindre la vallée principale. Et là, on s'est dit qu'on tenait le bon bout. Et là, on a su vraiment qu'on était libérés, c'est quand ils nous ont donné notre habit immaculé blanc, et qui nous ont mis dans la voiture et qu'on est parti rejoindre la base de Tagab. Et psychologiquement, le moment de soulagement pour vous, ça a été quand? À quel moment exactement? Quand on est arrivé dans la base de Tagab. Tant qu'on n'est pas dans la base française, tant qu'on est encore à l'extérieur, tant qu'il y a un danger, d'ailleurs il y a un des accompagnateurs afghans qui était assez stressé parce que tout est instable dans la région, tant qu'on n'a pas les 2 pieds dans la base, tout peut encore se passer, quoi. Et c'est vrai que ça nous a été confirmé. Et donc c'était hier, 17h heure locale, ça fait à peu près 14h30 ici, quoi. Racontez-nous les dernières heures, l'ambassade de France et puis les retrouvailles ici, même si évidemment on respecte tout à fait la discrétion que vous avez souhaité par rapport aux retrouvailles avec la famille. Les dernières heures, on s'est dit, est-ce que c'est encore une fois un espoir qui va être déçu dans quelques temps ou pas? Et puis on est arrivé dans une belle maison, c'était vraiment la première fois, on s'est dit tiens, il y a quelque chose qui bouge, et ça faisait quand même 15 mois qu'il nous parlait, le jour de la libération, on va vous offrir donc l'habit traditionnel blanc. Le blanc, c'est la couleur des talibans. Excusez-moi, Élise. Et donc on s'est dit, ils y tenaient parce que bon, il y a tout un code, il y a tout un rituel qui leur appartient, et on s'est dit là normalement ça devrait passer. Mais encore une fois, tant qu'on n'est pas dans la base, et en l'occurrence là c'était la base de Tagab, on n'est pas sûr à 100%, quoi. Oui, parce que on avait une radio. Enfin, on a été séparés au bout de 3 mois. Ils nous ont donné une radio chacun. Et Hervé recevait la BBC, moi je recevais RFI de temps en temps. Donc on était bon an mal an au courant de ce qui se passait, de la mobilisation, des messages des RFI le jeudi qu'on recevait. Donc pour nous c'était assez important, voire même très important, ces petits liens qui nous reliaient à quelque chose, parce qu'on vit quand même dans une bulle de non-vie. Et cette radio, ces nouvelles, ça nous faisait chaud au cœur, oui. Moi, j'étais 8 mois seul, du 13 avril au 13 décembre 2010. Je ne recevais pas RFI, parce que j'étais dans un endroit où on ne recevait pas RFI qui émettait qu'en FM dans le coin, mais je recevais la BBC. En revanche, la BBC a une politique, pas un mot sur les otages, apparemment, tant qu'ils ne sont pas libérés. Même les otages britanniques, d'ailleurs. Donc, moi, j'avais aucune nouvelle. Donc, je ne savais vraiment pas ce qui se passait jusqu'au 13 décembre, sauf que Stéphane a pu me faire parvenir un petit mot de quelques lignes, comme quoi il y avait une grande soirée de mobilisation le 25 octobre dernier au Zénith. Et là, je me suis dit, bon, il y a vraiment du monde derrière nous. Je me suis même dit, c'est complètement dingue, quoi. Au Zénith, et si on reste encore 6 mois de plus, ça va être le Stade de France ou... Non, mais franchement, quoi. Et ça me semblait presque disproportionné, parce que bon, ok, d'accord, on était pris en otage. Il y a d'autres otages dans le monde encore aujourd'hui, des Français, des autres. Je voudrais juste dire un truc, parce que ça fait vraiment des semaines que j'y pense. Des otages, il y en a beaucoup dans le monde. Et j'ai vraiment une pensée très émue pour ceux qui sont otages et pour ceux qui ont été abattus aussi.
dans des opérations qui n'ont pas fonctionné, mais ces opérations devaient être faites. Il y a eu des Français, il y a eu une Britannique en Afghanistan. Et franchement, tant qu'on n'a pas été otage, oui, otage, c'est ok, d'accord, c'est compliqué, c'est difficile à vivre. Mais là, j'ai vraiment une pensée pour eux, pour leur famille, parce que nous, c'est fini. C'est bon, on est libérés. Eux, ça continue. Et là, c'est complètement fini.